Salut tout le monde, merci d'écouter cet épisode de Sans présentation. Je voulais juste commencer avec une petite annonce très rapide. Je vais animer tous les dimanches au Terminal Comedy Club, l'open mic du Terminal. C'est une nouvelle soirée qui va commencer à partir du 3 avril et c'est une soirée gratuite. Fait que si vous êtes comme « Ah, le dimanche, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai envie d'écouter, tout le monde en parle », on s'en crisse de Guillaume Lepage. Va voir de l'humour gratuitement dans un des plus beaux comédie clubs de Montréal, avec en plus moi à l'animation et Cyril Lalinec et Pascal Marino à la chronique, deux humoristes que j'adore beaucoup. Alors voilà, c'est ma petite annonce. J'espère vous y voir et je vous laisse maintenant avec mon invité de cette semaine, une personne que j'aime beaucoup. Et vu que je vais utiliser ce message-là plusieurs fois, ça va s'appliquer à plusieurs personnes. Kim First, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'était un plaisir. C'est vraiment cool. Je voulais commencer le podcast parce que là, on va sûrement parler beaucoup de politique, on va parler beaucoup de sujets sérieux. C'est toi le boss, là. Mais avant, je voulais qu'on parle sur un sujet, un ennemi commun qu'on a dans la vie, qui est juste ici, présentement, à côté de nous. Oh! Les tomates. Les tomates. Les tomates. C'est quoi ta relation avec les tomates? Ben, en fait, j'ai beaucoup... Là, on pourrait faire l'heure là-dessus, mais la première... la première affaire, c'est que je mange du ketchup, je mange des sauces tomates, je mange Même toutes affaire. les formes de tomates cuites, je mange des sun-dried tomatoes, des tomates séchées au soleil, tout ça dans l'huile. Je déteste la tomate crue. Je trouve que le petit jus qu'il y a autour des pépins, tout ça, c'est infect. Je suis incapable. C'est dégueulasse. Et c'est un goût vraiment infect, c'est-à-dire que quand je vais, mettons, dans un resto, un petit comptoir, je demande un sandwich au jambon, pas de tomates. Et qu'ils enlèvent la tomate. Ils pensent pas, ils foutent la tomate. Puis là, il reste le jus. Ils disent, le monsieur, il voulait pas de tomate, il laisse le jus. Là, tu repars, ton sandwich, il a l'air correct, il n'y a pas de tomate, tu mords dedans, là. Puis encore... Sacrilège. C'est encore un souvenir de dégueulasse, là. T'as encore les petits pépins là-dedans. Non. Mais ça, c'est dit... Là où, bon, ok, j'aime pas les tomates, l'autre aime pas le persil, on a le droit de tout pas aimer quelque chose. Exact. Le problème, c'est que, mettons que t'aimes pas les betteraves. Ben là, j'ai dit, t'es pas en danger, tu commandes un sandwich n'importe où, t'es pas en danger que quelqu'un ait foutu des tranches de betterave dedans contre ton gré. Tu sais, je sais pas, moi, t'aimes pas les panais, mais il n'y a aucun danger que tu colles un sandwich puis que tu te ramasses avec une tranche de panais, une slice de palais. Alors que les tomates, c'est une menace partout, là. Tu tournes C'est vrai! Tu tournes ta tête, t'es distrait un peu, tu le dis pas. Puis il y en a une dans ton burger, dans ton sandwich, puis t'es comme fuck, j'avais pas. C'est le meilleur résumé. C'est vraiment le meilleur résumé. Moi, le pain, pendant un moment, c'était encore plus intense parce que t'as dit, mettons, sun-dried, la sauce, ça. Moi, pendant un moment, dans la sauce tomate, il y avait des morceaux, là. Mettons des chunks encore trop solides. Mais ça, moi, c'est toi, ça s'est passé à 18 ans. Devenu majeur, j'ai commencé à manger les morceaux. Tomates entières, par exemple, de ragoût, des gros, là, ça, c'est trop. Là. C'est jouer avec le feu. Mais, c'est pas... je trouve que la tomate, quand elle est cuite, le goût devient correct. C'est vraiment la tomate crue. Oui, mais vraiment. Bon, voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit, on part là-dessus. Non, puis je veux dire, ça prendrait un militantisme pour vrai pour dire, mais là, arrêtez. On veut pas empêcher les tomates d'être vendues à l'épicerie. On veut empêcher que des vandales, sans permission, foutent des tomates dans nos affaires. Dans nos affaires. Mais pire encore, des fois, c'est même pas écrit sur le menu. Ils vont te mettre un burger. Ouais. Puis ils vont dire champignons, avocat, des ingrédients intéressants. 4 ingrédients intéressants, ça a l'air bon. Ouais. Là, tu le commandes. Ah, mais là, la fille, elle dit même la tomate, c'est comme si. Ouais, mais ça, c'est inclus. C'est inclus, il y en a dans tout. Là, c'est le dessus tomate, c'est dans tout. Non! Non! Ben non, ça devrait pas. Oh, wow. Voilà. Ah, c'est incroyable. Mais, faut finir. Le sujet, faut le finir sur une note positive. C'est vrai. C'est moins pire qu'avant. Comme. Mettons, l'humanité, c'est un peu raffiné. Mettons, là, maintenant, dans un restaurant de burgers, t'as de plus en plus des burgers avec toutes sortes d'affaires dedans, des légumes, puis des oignons, puis tout ça. Ben, ils l'écrivent plus. Parce qu'il fut une époque, là, quand j'avais votre âge, je pense que c'était de même, c'était comme, un burger, ça a des tomates. Ouais, t'assumes, c'est genre, vas-y. Qu'il va en avoir, c'est plus écrit maintenant. Dans les menus là, d'un restaurant qui a de l'allure, ils vont te mettre... S'il y a des tomates, ils vont le mettre. Ben, je pense qu'ils sont rendus pas mal obligés là, avec toutes les restrictions alimentaires de certaines personnes, les allergies. Moi, je me rappelle, en ce moment, je travaille dans une pizzeria. Puis, il y a une madame qui nous avait écrit pour savoir... Parce que nous, on a, mettons, de la pâte sans gluten pour les gens qui sont allergiques. Puis là, à un moment donné, elle m'a demandé, est-ce que votre pepperoni est sans gluten? Puis moi, au début, j'étais comme, ben voyons, comme...
pepperoni, ça n'a pas de gluten là-dedans. Il peut en avoir. Là. Il y en a. J'ai regardé après dans le sac, puis j'ai fait « Ah, Chris, non, OK, elle a raison, là. Elle a raison, il peut en avoir partout. » Mais ça, voilà. c'est... Donc, les tomates, maintenant, ils font plus d'attention. Oui. Ça a amélioré notre vie. Exactement, vraiment. Mais encore une fois, grand merci parce que tu as une grosse carrière en politique. Tu as commencé, en gros, dans mes recherches, tu avais commencé à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. C'est quoi, moi qui connais pas tant ça, c'est quoi exactement la commission jeunesse? Ben, il faut se reporter. Ça peut faire drôle aujourd'hui, mais est-ce que le Parti libéral est comme plus tellement haut d'un sondage depuis quelques années? Ouais. Mais on se reporte à une époque où il y a deux partis, le Parti libéral et le Parti québécois. Le Parti libéral est au pouvoir, c'est vraiment c'est un gros parti, c'est un grand parti qui a 50% du vote. Essentiellement, moi, quand je suis embarqué en politique, le Parti libéral était à 50 puis le PQ à 45. Là. C'était ça le vote. C'est un autre monde là, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et le Parti libéral avait connu des années sombres. À l'arrivée de René Lévesque, le PQ avait été très populaire auprès des jeunes. Puis le Parti libéral avait voulu... Je prends un peu de recul, tu vas comprendre pourquoi. Le Parti libéral avait voulu vraiment montrer qu'il veut être aussi le parti des jeunes. Donc moi, quand je suis embarqué, c'était dans cet élan-là. On avait formé la commission jeunesse. Vraiment, là, c'était dynamique. Et les règles du Parti libéral accordaient 1/3 des votes aux jeunes dans toutes les instances, les congrès et tout ça. Il avait vraiment donné un coup pour dire, nous, pour attirer les jeunes, il faut qu'on soit un parti qui est pro-jeunes au max. Faut qu'on leur donne du pouvoir, faut qu'on leur donne une voix. Fait que moi, c'est de même que je suis rentré. Moi, j'étais pas péquiste. J'aime pas tellement la philosophie du PQ, mais j'étais pas vraiment libéral dans le sens que j'avais 17 ans. J'étais pas vraiment associé à un parti, mais mes réflexes, j'ai plusieurs affaires du PQ que j'aimais pas, tu sais. Puis, écoute, j'ai carrément été... Pendant que j'étais aux États-Unis pour apprendre l'anglais, mon père, qui était plutôt libéral, sans être un gros militant, tout ça, mais quelqu'un l'avait approché pour dire « Hey, Mario, là, lui, il aime ça, la politique, il suit l'histoire, il suit ça à l'école, tout ça. Devrait l'inscrire au congrès, tout ça. » Fait que, puis c'était pas cher, là, les frais étaient payés à 80% par le parti. Avec mon père, il dit, faut pire, s'il va pas, ça fera un don au Parti libéral, tu sais, genre, mon reçu d'impôts, tout ça. Fait qu'il m'a inscrit au congrès sans que je sois consulté. Fait que quand je suis revenu de mes semaines à apprendre l'anglais aux États-Unis, ils disaient, en passant, le fin août, le congrès des jeunes libéraux, t'es inscrit si ça te tente. Moi, j'étais content. Ils disaient, c'est cool. Un congrès politique. Puis là, en plus, je connaissais une couple de personnes. Puis j'ai appelé, ça va être le party le soir. Puis tout ça. Puis moi, j'étais comme on dit, j'étais all-in. Tu sais, voir c'est quoi le jour, les discussions politiques. Puis le soir, le party. Moi, j'avais tout ce qui. Mais c'est quand même drôle de se faire un peu inscrire dans un parti politique sans le savoir. Ouais, dans un congrès politique. Maintenant, mon père était pas fou. Là. Il savait bien, tu sais, que c'était plus mon bar, initialement, que le PQ. Puis tout ça. Puis qu'il y avait des chances que ça. Il savait qu'il y avait des chances que ça m'intéresse. Là, Puis est-ce qu'à cette époque-là, la politique, c'était un chemin de carrière que tu envisageais déjà? Du tout. Non, à ce moment-là, mettons, je pensais être vétérinaire, j'allais d'une ferme, tout ça. Puis j'avais des bonnes notes à l'école, je voulais pas être médecin. Fait que j'étais plus dans cet univers-là, mais là, c'est de fil en aiguille. Je suis entré dans les jeunes libéraux, puis après ça, il y a du monde qui m'ont spoté. Ben, tu pourrais être le responsable des jeunes du comté de Rivière-du-Loup. Après ça, dans toute la région Bas-Saint-Laurent, il y avait un responsable des jeunes par comté. Ce serait toi qui serais le meilleur pour représenter le Bas-Saint-Laurent. Fait que j'ai monté tous les petits échelons de même jusqu'à temps de devenir, 3 ans plus tard, pour 20 ans, président des jeunes libéraux. Wow! Donc, président de la commission jeunesse du parti. OK, puis dans ces années-là, mettons... Parce que là, nous, maintenant, on voit les enjeux qu'on avait, nous, les jeunes, à cette époque-là. C'était quoi les gros... Quand tu étais chef de la commission parlementaire? C'était vraiment intéressant parce que ça en dit long sur ce que... Parce que, présentement, le gros problème, c'est pénurie de main-d'œuvre. À l'époque, le chômage chez les jeunes, là, il frisait le 20%. Là. OK. Oh shit, ouais. Fait que, mettons, les enjeux, c'était vraiment ça. Mettons, un jeune sortait avec un bac, là... C'était même pas sérieux de penser. Peut-être dans 2-3 domaines spécialisés, mais dans la plupart des domaines, travailler dans ton domaine, c'était même pas... tu finissais avec un bac, là, tes parents te disaient, au moins t'as un bac, tu l'as dans tes poches, ça va te servir un jour. Fait que tu te trouves un job pour vendre des souliers ou travailler dans une pizzeria ou n'importe quoi d'autre. T'avais étudié genre en ingénierie. Ouais. Puis là, non, mais en même temps, tu fermais pas la porte. Tu envoyais ton CV, puis tu disais, un jour, il y a une firme de génie pour quelqu'un va prendre sa retraite, ou quelqu'un va avoir un accident, puis va avoir un congé de maladie à remplacer pendant 3 mois. Là, tu rentrais à temps partiel, puis là, c'était vraiment le marché du travail pour les jeunes. Mais le marché, il y avait beaucoup de chômage en général dans la société. Fait que c'est sûr que les jeunes, c'est les derniers rentrés, là, ils partent en recherche d'emploi avec... Parce qu'il est encore un peu un problème aujourd'hui, là, le problème d'avoir de... Ouais, de l'expérience. Sauf que présentement, tout le monde cherche du monde. Là, tout le monde cherche des employés. Fait que c'était vraiment pas ça à l'époque. Tout le monde cherche de la job. Fait que ça, c'était des gros enjeux qu'on traitait. Toutes sortes de... Parce que moi, j'étais les jeunes des régions, mais
Je veux dire, on brassait le Parti libéral. À l'époque, le Parti libéral... Tu sais, il y a eu 2 fois où le Parti libéral a voulu monter les frais de scolarité. La deuxième fois, c'est les carrés rouges qui l'ont arrêté. Oui. Mais la première fois, c'était les jeunes libéraux. Là. Ça s'est pas rendu à des manifestations dans la rue. Là. C'est dans les congrès du Parti libéral. Que vous avez dit non, on le fait pas. Puis on a convaincu d'autres militants du parti en faisant notre lobbying. Puis est-ce que tu penses... En résumé, c'était très fort. La commission jeunesse dans le Parti libéral à l'époque, c'était très influent. Il y avait souvent, mettons, des analyses dans les journaux, même du monde qui disait que ça n'avait pas d'allure que les jeunes soient si... C'était plus ça aujourd'hui, mais que les jeunes soient si influents ou trop influents dans un parti. En même temps, c'était une époque de transition parce que moi, je suis devenu député à 24 ans, mais 10-15 ans avant, ça se faisait pas, là. Tu sais, mettons, un jeune en politique, ça aurait été 35, 6, 7, 8, 9... Puis là, après ça, il y a comme quelque chose, il y a une coupe. Il y a Claude Charron qui a été élu pour le plus jeune de l'histoire. Puis après ça, il y a eu Gilles Barry du PQ. Que c'était à quel âge environ? Dans les 23-24. C'était le début que du monde dans la vingtaine. Là. Depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu, je pense, une Assemblée nationale sans qu'il y ait toujours à chaque élection 3-4, pas une majorité, mais 3-4 députés dans la vingtaine. Fait que c'était ça aussi. C'est comme si les jeunes, c'était surtout dans les commissions jeunesse des partis. Plus que d'en avoir qui se fassent élire au Parlement. Là. Mais justement, tu parlais par rapport à la hausse des frais de scolarité. Qu'est-ce que tu penses qui a été la grosse différence entre, mettons, quand toi tu l'as vécu puis que c'est la commission jeunesse qui l'a comme arrêté à l'intérieur, puis 2012 que, ben, comme tu dis, là, ça a dû... ça a pris des énormes proportions. Les commissions jeunesse des partis ont plus le même... Ils ont plus le même pouvoir. Ben, je veux dire, probablement qu'ici, personne dans la pièce connaît le nom. Qui est président des jeunes libéraux, péquistes, caquistes? Non. Alors qu'à l'époque... non, mais ouais. C'est ça, il y a ma copine qui étudie en politique, mais à part ça... À l'époque, là, je veux dire, on achetait président, on était quand même connus du public, là. OK, ouais. Il y avait une réputation qui était... il y avait une médiatisation, il y avait une prise de place publique, là, ouais. Ben, sinon, c'est ça. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que quand t'es jeune puis tu veux rentrer en politique, tu sais, les manières sont claires, mais le pouvoir, puis tu me diras comment tu le vois, mais j'ai l'impression que, justement, l'influence qu'on a peut-être comparativement à l'époque est moins grand. Oui, mais en même temps, il y a plus de jeunes un peu partout dans les sphères politiques. Il y a plus de jeunes. Tu sais, le Parlement, c'est beaucoup moins des hommes de 55 ans et plus. C'est beaucoup plus diversifié. Ça commence à se diversifier. Des hommes, des femmes, des jeunes. Tu sais, le Parlement est beaucoup plus diversifié. D'une certaine façon, plus représentatif de la population, évidemment. Là. Effectivement. Puis là, t'as été pendant longtemps à la commission jeunesse. Ouais, puis là, ben, j'ai démissionné en 1992 sur la question nationale, parce que le Parti libéral était devenu très nationaliste. Puis il est redevenu Canada 100%, laisser tomber l'affirmation du Québec. C'est là qu'on est vraiment un groupe nombreux qui a démissionné, genre le tiers de la commission jeunesse, même la moitié de l'exécutif, plein d'autres mondes. Puis on a fondé l'ADQ. OK, parfait. Mais justement, je me demande par rapport à la question nationale, parce que c'est une question que moi je me pose comme jeune, puis je me demande ta vision, mettons, de la souveraineté puis tout ça. Ben là, la souveraineté, les Québécois ont voté non 2 fois. Est-ce que ça va revenir à l'ordre du jour dans quelques années, dans 25 ans, dans 50 ans, peut-être? Mais moi, je suis nationaliste. Donc moi, je pense que le Québec doit s'affirmer, défendre le français. C'est comme... C'est la tâche de l'Assemblée nationale depuis qu'il y a une assemblée, depuis 1791, puis ça va le rester, là. Fait que c'est pour ça. Bon, là, on a choisi de le faire dans le Canada. Ça n'empêche pas, le Québec s'est développé dans... Moi, je suis pas un absolutiste, parce qu'il y a du monde, mettons, au PQ, si t'as pas la souveraineté, c'est la fin de tout, la fin du français. Mais non, le Québec a maintenu sa place avec des obstacles et tout ça, mais depuis 1867 à aujourd'hui, on parle encore français. Mais pour moi, c'est pas tout ou rien, là. Mais je suis certainement nationaliste. C'est pour ça quand le Parti libéral a abandonné ses politiques nationalistes, moi, j'en étais plus, là. Ouais, je comprends. Mais surtout que, justement, on dirait qu'aujourd'hui, c'est une question... Je sais pas, en tout cas... Moi, personnellement, je trouve que c'est une question qui est dure à naviguer parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup... Ben, tu sais, first, les deux défaites au référendum, on dirait que ça a donné une idée de comme, ils veulent pas ça. Ouais, puis c'est aussi que c'est pas une affaire, tu peux pas faire des référendums tous les ans, là, en disant, à un moment donné, ça va passer, là, c'est pas comme passer son examen de conduite, là, tu sais, quelqu'un qui... l'année prochaine, on va l'avoir, là. C'est ça. Fait que là, il y a eu 2 référendums sur un espace de 15 ans, c'est comme si là, on est passé un peu à autre chose. En même temps, le Parti québécois, qui était le porteur des référendums, si tu regardes le dernier sondage qui est sorti la semaine passée, le Parti québécois est le 5e parti en ordre là, au Québec. Fait que, tu sais, il est pas sur le bord de refaire un autre référendum. Vraiment pas. Ouais, non, ça c'est... Puis, fait que là, mettons, la fondation de l'ADQ, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que Premièrement, comment tu fondes un parti? On dirait que c'est une question Parce que tu pourrais pas fonder un parti, je pense, à partir de zéro, là. Exact, ben oui.
Déjà que ça se ferait plus aujourd'hui que les réseaux sociaux, parce que tu ouvres un compte Facebook, puis les gens peuvent... Mais à l'époque, là, t'es encore à l'époque des téléphones, le début du commencement des courriels, le début, mais... Tu sais, t'es à une époque où les gens sont pas de réseaux sociaux, les gens sont pas connectés de la sorte. Faut déjà que t'aies une certaine influence pour pouvoir... Tu sais que tu pars, la première chose, c'est qu'on partait quand même beaucoup de monde. On démissionne d'un parti, puis on en fonde un autre, ben là, tu pars pas de zéro, tu pars avec ce groupe de monde-là. Puis quand t'annonces la fondation d'un parti, veut pas, dès qu'on a donné le téléphone sonne. Il y a des gens qui disent enfin, moi, un parti qui est nationaliste, on veut ça. Puis, fait que c'est de même petit à petit qu'au fil des années, t'en rajoutes tout le temps. Du monde, tu fais des tournées régionales, puis tu rencontres des gens. OK, mais ouais, c'est ça. Mais justement, les outils, quand tu fondes un parti... Fait que là, ça, tu parles de tournée régionale, tu parles de... Il faut aller à la rencontre des gens. C'est ça. Puis c'est la loi des grands nombres. Là. Si tu rencontres des gens, des maires de municipalités... À un moment donné, tu vas en croiser qui vont dire moi, j'aime vraiment ça, ton parti. Peut-être que je me présenterai un jour. Note ça dans ton carnet. C'est de même que... Fait qu'en gros, ça fait comme une grosse job de relations publiques pour faire OK, est-ce qu'on a notre équipe? C'est le principe de la boule de neige. Là, tu roules, puis à un moment donné, il en colle un peu. Tu grossis la boule. Puis à cette époque-là, mettons, c'est comment que l'ADQ, mettons, se démarquait des autres partis au pouvoir à ce moment-là? C'est comme le parti, tu sais, essentiellement, là, la première démarcation de l'ADQ, c'est fou à dire, mais... C'était que ça faisait quand même longtemps là, que tu avais juste le PQ et le Parti libéral. Tu avais eu un parti des anglophones. Parti Equality, mais ça s'adressait juste aux anglophones. C'est comme si c'était quelque chose de spécial c'est le genre de parti qui aurait jamais pu gagner une élection. Non, qui était limité dans quelques comtés dans l'ouest de Montréal, pis ça. Mais c'était la première fois qu'il y avait comme un autre parti depuis 20 quelques années avant, là, autre que le Parti libéral puis le Puis la PQ, ça avait commencé 94. Fait que c'est quand même tard. C'est ça, l'élection d'avant, c'était PQ libéral, t'avais juste ça. Là. C'est ça. Fait que là, au début, c'était vraiment la discussion, c'était est-ce que ça a sa place, là? C'est vraiment les deux premières élections, là, mettons... Je te dirais 80% des analyses, mettons, de chroniqueurs politiques sur l'ADQ, c'était pas sur est-ce que le programme c'est bon, c'était est-ce que c'est correct d'avoir un autre... Parce qu'on a besoin de ça, un autre parti, puis la plupart répondaient non, la plupart étaient péquistes. Puis ceux qui étaient pas péquistes étaient libéraux. Ouais, c'est ça. Fait que c'était plus... Le gros débat, c'était on a-tu besoin de ça, un autre parti? Non, pas vraiment. OK, ouais. Là, à un moment donné, c'est quand on a atteint un certain stade, qu'au niveau des idées politiques, on a pu brasser la cage un peu, puis tout ça, que oups, là, ça... Mais ça, pour le reste, c'est une bonne affaire, là, parce que moi, une des affaires que je suis content d'être au Canada puis au Québec, au lieu des États-Unis, c'est justement le principe que nous, on n'est pas à deux partis, puis c'est juste ça. Soit t'as le choix entre lui qui t'aime pas ou lui que t'aimes pas, mais un peu moins. Ouais, ça. Ce qui est le fun, tu sais, d'avoir du choix, d'avoir de la sélection, de te dire, hey, même si au pire, ce parti-là va peut-être pas gagner parce qu'il est pas populaire, je peux voter pour lui. Au moins, je peux voter pour lui, donner mon support, puis vraiment représenter mes valeurs à moi, là. Fait que c'est quand même le fun que l'ADQ a un peu lancé ce... C'est sûr qu'on a débloqué quelque chose. Au fédéral, t'avais déjà le NPD, mais au Québec, là, on avait été... Écoute, t'avais eu l'Union nationale qui était morte, là, mettons, 20 ans avant, là. OK. Puis là, c'est ça, quand l'ADQ finalement est rentré comme un parti, vous avez été l'opposition officielle. En 2007. En 2007. C'est comment, encore puis là, je pose des questions très générales parce que c'est pas un... C'est comment le rôle de l'opposition officielle? C'est comment de... Ben, c'est que là, t'as la première responsabilité de la surveillance du gouvernement, là, sur tout ce qu'il fait, là. Donc, parce que, tu sais, les gens appellent ça des questions, tu sais, mettons la période des questions, mais tu sais, une question, c'est que tu as un concept dans le sens que la question, c'est l'outil pour surveiller un dossier, tu forces le gouvernement à répondre, le gouvernement, tu sais, des fois, les gens disent « ils répondent pas aux questions ». C'est vrai qu'ils répondent pas aux questions, mais je veux dire, il reste que le sujet a été mis sur la table. Le ministre, quand il rentre dans son bureau, si pendant une semaine, la période des questions, à tous les jours, il y a eu 3 questions là-dessus, de deux partis d'opposition différents, non, mais il sait qu'il répond pas, là. Il répond pas parce que le Christy de dossier, il est pas réglé dans son bureau. Mais si personne n'y en parlait, tant qu'il n'y avait aucune question là-dessus, ben peut-être qu'il s'occuperait d'autres choses. Mais là, il se disait, là, ce problème-là, des listes d'attente dans tel type de service, là, c'est vraiment en train de devenir une crise. Comment c'est d'un jour. Tous les matins, l'opposition pose des questions. Avec c'est toujours ça. C'est d'aller poker un peu la bête noire. Sur quoi tu mets la loupe, sur quoi, pour t'assurer que le gouvernement... Dans le fond, c'est le but du système, c'est que la population... les meilleurs résultats politiques possibles. Que le gouvernement, il presse le citron. Puis que... OK. Puis est-ce qu'à cette époque-là, vous avez été l'opposition pour quel parti? C'était pour... L'ADQ. L'ADQ. C'était Jean Charest. C'était Jean Charest. Et est-ce qu'à cette époque-là, il était minoritaire ou majoritaire? En fait, quand on était l'opposition officielle, il était minoritaire pendant 2 ans. Fait que là, j'imagine que c'était beaucoup plus facile pour vous d'aller justement mettre vos opinions ou d'aller mettre... Non.
En fait, des fois, il faisait des deals. Souvent, il a fait des deals avec le PQ, là. Ah, ok, nous, il faisait des deals avec le PQ parce que à cette époque-là, il faut quand même dire qu'à part que sur la question de la souveraineté, d'ailleurs, c'était un de nos arguments, à part que sur la question de la souveraineté, le PQ et le Parti libéral avaient quand même des ressemblances. Là. Ouais. C'était devenu les partis du système, habitués à marcher avec les mêmes fonctionnaires. Ben, c'est le fameux stéréotype que genre, tu votes libéral, on va changer pour le PQ, on n'aime pas le PQ, on va voter libéral. C'est un peu ça. Là. Ça devient la même affaire. Là. Puis je me demande aussi juste le day-to-day d'un chef de parti, de quelqu'un qui est aussi haut dans l'échelle politique. C'est quoi exactement? C'est quoi le quotidien de quelqu'un qui travaille? C'est vraiment pas de vie, là. C'est vraiment... Ah ouais, écoute... Moi, d'abord, je suis pas un lève-tôt, là. C'est la seule affaire que j'essayais de préserver, c'est de dire, là, le matin, là, arrivez-moi pas avec des déjeuners de travail à 6h30, 7h du matin. Moi, je me dérange pas de me coucher tard. Ça me dérange... Un meeting qui finit à 11h le soir, ça me dérange zéro, puis... T'sais, mais le matin, là, c'est... Faites-moi pas ça. Je dis ça, puis maintenant, je me lève à 5h20 pour mon travail. Fait que c'est pour dire, là, la vie nous rattrape. Ils t'ont eu finalement. Ils m'ont eu finalement, mais à l'époque, c'est ça. Mais sinon, ça arrête jamais, là, je veux dire. Ah ouais. Ben, d'abord, toujours quelqu'un qui court. La première règle, c'est toujours quelqu'un qui court après toi. Toujours quelqu'un qui a besoin, là, tu sais, je sais pas ce que le chef pense de ça. Il y a une question à y poser, ça prend d'attendre une autorisation, faudrait qu'il lise tel document. Il y a toujours quelqu'un, ben, je pense que c'est le même quand t'es boss n'importe où, toujours quelqu'un qui attend après toi pour une réponse. Pour une... Puis là, surtout dans un parti où, tu sais, c'est pas genre diriger une entreprise où t'as une équipe qui fait de quoi, c'est genre 40 équipes qui gèrent des dossiers différents. Parlementaire. Ouais. Moi, j'avais plusieurs équipes. J'ai mon équipe de comté, mais je suis aussi député d'un comté. J'ai mon équipe parlementaire. Puis après ça, j'ai l'équipe du parti, qui est à Montréal, qui gère le parti. Okay. Puis dans les équipes du parti, t'as l'équipe des bénévoles. C'est comme le CA du parti, c'est des militants. Ouais. Mais t'as aussi l'équipe du parti dans le sens des permanents. T'as un bureau du parti avec un directeur général des employés. Fait que tu sais, à chaque place, il y a d'autres boss, là. Ouais. Mais tu sais, qui là, après, eux doivent, si un problème, se refaire à toi. C'est toujours ça. OK, man. Plus le fait que, je veux dire, il reste que t'as du temps, beaucoup d'entrevues, de conférences de presse, quasiment à tous les jours, d'une manière ou d'une autre, tu vas t'adresser à la presse ou tu vas te donner une couple d'entrevues. Plus le Parlement qui, en lui-même, mettons, je sais pas, le Parlement siège 365 jours dans une année. Si tu enlèves les fins de semaine, il reste 200 quelques. Le Parlement siège pas. Le Parlement doit siéger près de 125, 140 jours par année. Je pense que c'est ça. Fait que ces journées-là, t'es oublies. Là. Tu mets un X dessus dans le calendrier. Tu te lèves le matin, tu déjeunes. Tu vois, j'ai même déjeuner au Parlement. Je me prenais quelque chose en m'en allant. Puis là, t'étais en meeting tout de suite en arrivant. Puis est-ce qu'à cette époque-là, t'habitais proche du Parlement? T'étais dans... j'habitais à Grand Bout, j'habitais à 3 places. C'est-à-dire que j'avais un condo. Ma maison était dans mon condo dans le bas du fleuve, avec les enfants et tout ça. Ouais. Mais j'avais un condo à Québec, pas très loin du Parlement. Un petit 2,5. Là. OK. Puis à Montréal, j'alternais. Quand je restais à l'hôtel, parce qu'il fallait que je vienne à Montréal presque toutes les semaines. Quand je restais à l'hôtel à Montréal, je m'écœurais de l'hôtel. Puis je me disais, c'est tannant l'hôtel. T'sais, parce qu'à chaque fois, il faut que tu repartes avec tout. Là, ouais, tu peux le rien laisser. Tu repartes avec tes affaires, tu te fais une valise. Je me disais, je vais me prendre, mettons, 2 ans à l'hôtel, je vais me prendre un appart à Montréal. Là, je me prenais un appart. Mettons, au bout d'1 an ou 2, là, je me tannais de l'appart. Le ménage n'est pas fait, n'importe quoi. Ça coûte cher un appart. Mettons, t'es 1 mois sans y aller, t'as payé. Ouais. Je restais à l'hôtel. Oh mon Dieu. Je changeais d'idée. Ça, de gérer 3 endroits différents. Ouais, c'est ça. Si, bon. Puis, fait que là, il y avait ça. Puis, mettons, les sessions parlementaires en tant que telles, encore une fois, c'est... c'est ça. C'est une curiosité de comment ça se passe. En fait, moi, c'est vraiment ça l'idée de comment ça se passe une session parlementaire. En fait, une session parlementaire, là, il y a comme... La grosse affaire, c'est la période des questions. C'est le moment le plus suivi du jour. Fait que ça, il va y avoir t'as comme 2 types de préparation. Le premier type de préparation, c'est de distribuer les questions. Parce que tous les députés, là, nous autres, mettons, on était 41 le caucus. Mais là, le porte-parole en matière d'agriculture, là, il a lu la terre de chez nous, puis les agriculteurs sont fâchés parce que les tomates se vendent mal. Okay. Puis fait que là, eux autres, ils arrivent avec leurs suggestions. Hey, moi, j'aimerais ça poser une question là-dessus. Oui, on rencontrait, mettons, une association ou un syndicat. Là, moi, je leur ai promis qu'on allait poser une question là-dessus. Fait que là, tu reçois toutes les possibilités. Mettons, dans la période des questions, tu as le droit à 5 ou 6 questions. Là, OK. Puis là, mettons, tu en aurais pour... 11. Fait que là, qu'est-ce que tu... Puis en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui intéresse l'opinion publique, en fonction des députés aussi, mais faut que tu leur en donnes, tu peux pas leur dire non tout le temps au même, faut que tu leur en donnes chacun leur tour, une chance de parler à la période des questions. Fait que tu construis. Une fois que ça c'est fait, mais là, tu as la préparation, tu as décidé, OK, voici nos 5-6 questions, mais il faut que tu les prépares. Fait que moi, il fallait que je prépare les miennes.
Moi, j'aimais pas ça lire. Fait que j'aimais ça être prêt pour me lever en chambre et rien avoir à lire, là, être détaché de mes notes. Puis souvent, on aidait aussi, mettons, moi, j'allais parce qu'il y a des députés qui étaient très à l'aise de poser leurs questions, formuler leurs questions, que c'est un petit peu d'aide de rechercher. Il y a d'autres députés que c'était plus difficile. C'était moins naturel. Fait que là, on les aidait. Là, fait que ça, c'est la préparation de la période de questions. Après ça, dans le reste de la journée, ben là, il y a plein d'autres affaires. Il y a d'autres types de travaux parlementaires. Il y a les médias qui tournent. Parce que quand en temps de session, il y a vraiment une vie au Parlement. Là. Tu as les médias qui sont attitrés à la colline parlementaire, qui sont toujours là autour. Ben. OK. Fait que c'est ça. Fait que t'as toute la période de questions que tu dois préparer. Puis moi, ben souvent, mettons, la période de questions, c'était le matin, là, ben, c'était pas rare là, que, mettons, la période de questions finit 11h15, 11h20, je partais pour Montréal. Parce que là, mettons, l'après-midi, j'avais des rencontres à Montréal. Le soir, j'avais des rencontres à Montréal, tout ça. Mon Dieu, OK. Fait que ça a été... Je revenais le lendemain matin. Non, ouais, c'est du kilométrage, cette affaire-là. Ah, mon Dieu, c'est même pas imaginable. C'est c'est fou. Du 80 000 km par année. Puis parce qu'en plus, là-dedans, c'est quasiment un politicien là, qui est vraiment mettons, un ministre ou un chef de parti, c'est quasiment du kilométrage de camionneur. Là. Ça n'a pas de bon sens. Dans un territoire grand comme le Québec, là, c'est fou. Là. C'est des... J'espère qu'il y en a qui écoutent des podcasts sur la route. S'il y a des politiciens qui écoutent en ce moment notre podcast, on vous salue. Sur la route, on vous salue. Mais, OK, fait que là, il y a tout le travail, tout ça, puis... Mais c'est juste, je trouve ça fascinant, pour de vrai, le nombre de temps. Puis est-ce qu'à cette époque-là, t'avais déjà tes enfants? Est-ce qu'à cette époque-là, t'avais... Moi, j'ai eu mes 3 enfants en politique. Là. C'est ça, pendant que t'étais Quand j'ai été élu, j'avais pas d'enfants. OK. Puis quand j'ai quitté la politique en 2008, début 2009, là, j'avais 3 enfants. Puis c'était comment c'est comment que ça venait un peu justement jouer la vie familiale, de pas tout le temps pouvoir être là, d'avoir des longs... Il fallait que ma blonde soit patiente, là. C'est ça, c'est ça la vérité. J'essayais quand même d'être là. L'été, mettons, j'arrêtais. Le mois de juillet, je travaillais comme presque jamais. J'arrêtais vraiment 4 semaines pour être avec les enfants. Vous êtes, mettons, 2 semaines en voyage, 2 semaines à la maison. Sinon, ben, c'est ça, la fin de semaine. À un moment donné, il faut que tu arrêtes, là. Tu dis, je prends des fins de semaine familiales, puis... Mais j'étais souvent pas là. Ben, c'est ça. Puis... Mettons, si tu revois justement pour tes années à l'ADQ, ça a été quoi, selon toi, ton meilleur moment politique? Ça a été quoi ton pire moment politique? Ça va être drôle. La plupart des gens penseraient que le meilleur moment politique, ça serait l'élection de 2007, là, quand on est devenu l'opposition officielle. Mais non, parce que moi, j'ai été seul élu. En 1994, j'ai été seul élu de l'ADQ. OK. Puis en 1998, on a passé proche dans quelques comtés. Mais on n'a pas gagné, mais j'étais encore seul. J'ai siégé 7 ans seul représentant. Même si le parti, à un moment donné, était rendu à 18% dans les sondages, là, j'étais toujours le seul député à l'Assemblée nationale. Et on a gagné une élection par année. Il y a eu une élection partielle sur la Côte-Nord. Le comté qui s'appelle aujourd'hui René Lévesque. À l'époque, il s'appelait Saguenay. Okay. Mais maintenant, le comté a changé. C'est le même comté, mais il s'appelle René Lévesque. C'est Forestville-Bécomo, ce coin-là. Okay. Et puis, on a gagné. Et puis, on a eu un deuxième représentant de l'Assemblée nationale. T'avais enfin un ami à la Chambre. Non, mais c'était vraiment, tu sais, on s'est vraiment... Il y avait vraiment une belle histoire parce que le gars qui s'est présenté, c'était un avocat, il était quand même très connu dans le coin, à Bécomo. Puis il est venu dans un conseil général, mettons, 8 mois avant, avec 2 de ses amis qui étaient vraiment dans l'ADQ, qui étaient des amis, des militants de longue date aussi. Puis là, il dit, Mario, il faut absolument qu'on te voit dans la chambre d'hôtel. N'importe quand, dans la fin de semaine, on se prend 15 minutes dans la chambre d'hôtel. C'est une discussion très sérieuse. Je me disais, c'est quoi? Ils veulent-tu demander de quoi? Démissionner? Ils veulent une job? Ils veulent un poste? Ils ont dit, nous autres, là, on pense, là, ça n'a pas d'allure que tu sois tout seul. Puis c'est l'opportunité, le rêver. Là. François, il est vraiment connu dans le comté. T'sais, sa famille est connue. Son père est connu. Lui, il l'est. Puis... on veut travailler fort. Là, le PQ est affaibli. Là, le PQ est en fait... Lucien Bouchard était parti. Le PQ est en fin de mandat, un peu affaibli. C'est notre chance de gagner un comté. Là. C'est un beau comté. Ça se travaille bien sur la Côte-Nord. On connaît le monde. On connaît le comté. Pis ça. Okay. Fait que là, je dis, ouais. Fait que là, on a mis toute la gomme. On a pris dans notre budgétique dans le financement. Il fallait mettre vraiment une priorité. On a tout mis priorité. Puis on l'a gagné. Puis on l'a gagné on a eu 48% du vote dans une lutte à 3. Là. On a gagné là, haut la main, là, vraiment facilement. Fait que ça, c'est peut-être le plus beau moment. Parce que tu fixes un but, tu sais, puis puis en plus, on a vraiment eu du fun à faire ça. Là. Surtout que les routes sur la Côte-Nord, l'élection était, je pense, à fin mars, début avril. Non, ça devait être les routes sur la Côte-Nord, parce que le comté, là, c'est loin. Là. Le comté commence à Tadoussac, jusqu'à Bécomo. Okay. C'est 3h30, 4h, puis c'est pas un quadrilatère, c'est tout sur le long, c'est tout le long de la 138, et que t'arrêtes pas d'être sur la 138, de la slush, de la neige, de la glace. Fait que ça, c'était le pire moment. Non, c'était pas cassé la gueule, personne. Le meilleur moment, c'est l'avoir gagné, le pire moment, c'est s'être déplacé sur l'avoir gagné. Non, le pire moment, c'est la fin, là. C'est 2008, c'est le fait de dire, t'as une élection qui met la clé sur la porte. Là. C'est ça, puis c'est quoi...
pour toi qui a fait justement cette année-là, j'arrête. C'est relatif. Bon, ce qui fait que j'arrête, moi, c'est que, écoute, je suis passé de 41 sièges à 7, là, puis je veux dire, de 31% à 17. Fait que c'était comme un verdict de la population, là, tu sais. Puis tu recules pas dans la vie, là. T'avances, mais quand tu recules, tu laisses la place à un autre. Ben oui. Mais, puis c'est juste la conviction qu'on gagnerait jamais, là, tu sais, que... Fait que... Je veux dire, si on avait eu à gagner, on l'aurait fait avant. C'est ça. Mais, le pourquoi, tu sais, Jean Charest est élu minoritaire, là, 18 mois après, il comprend exactement ce qui se passe. Il y a comme une crise économique, la crise de 2008. Ouais. Puis là, il déclenche une élection comme d'urgence en disant, là, il faut que j'aille l'expression, il faut que j'aille les deux mains sur le volant. L'économie va tellement mal, on peut pas se permettre un gouvernement minoritaire, tout va s'effondrer. Puis nous, en plus, 18 mois, même pas 16-17 mois, c'est juste le temps que le monde ait vu un petit peu les maladresses de début de mandat, t'es une nouvelle opposition officielle, des députés qui manquent un peu d'expérience, font telle erreur. Fait que t'as juste eu le temps comme d'avoir ta petite baisse normale d'un sondage parce que le monde dit, ouais, tu sais, ils font des erreurs. Qui n'avaient pas été si grosses que ça, les erreurs. Surtout, je veux dire, des erreurs normales pour un parti. Mais l'élection arrive là, l'élection arrive à ce moment-là. Ah, c'est... Fait que, puis, je veux dire, c'est comme cette élection-là, j'étais vraiment frustré. Parce que l'élection de 2008, c'est comme si je l'avais pas faite. Dans le sens qu'on a commencé à 17%, on a fini à 17%, peu importe ce qu'on proposait. C'est comme si la cause était entendue. Il y avait un bloc dur qui votait pour nous parce qu'il était vraiment convaincu. Puis le reste de la population s'est fait dire pendant 1 an et demi par les médias qu'on n'était pas bon. Puis il écoutait même plus. Là. C'était comme la cause était entendue, ce parti-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Fait que les sondages n'ont jamais bougé. Là. Ben, le débat des chefs, ça a été excellent pour moi. L'aiguille des sondages n'a même pas fait. Elle n'a pas bougé. C'est comme si tu dis, OK, on n'a pas fait de campagne, on a perdu notre temps pendant. Mais ça, c'est l'affaire, je trouve terrible, on dirait en ce moment, puis depuis longtemps en politique, l'espèce de. Je comprends que les politiciens, c'est quand même les gens qui dirigent, fait qu'on on dirait qu'on a des très hauts critères par rapport à leur performance, mais c'est comme. C'est sûr que l'affaire un peu qu'on parlait avec la job de l'expérience, c'est sûr que quelqu'un qui débarque en politique va pas être excellent, mais à un moment, il faut que tu sois capable de donner des chances aussi. Là, ça reste des êtres humains, puis ça reste une équipe d'êtres humains qui essaient de faire de leur mieux, puis à un moment donné, ils vont pas être parfaits comme opposition au saut qui arrive. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des moods, là, tu sais, ça va bien, ça va mal, tout ça. Ben. Ah non, c'est fou. Mais tu sais, c'est ça la vie. Je suis parti, pas de regret. Quand je suis parti, j'avais fait 5 élections. J'ai fait 15 ans de ma vie. C'était en masse, là. C'était correct. Oui, t'avais vu ce que t'avais à voir. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, mettons justement, quand t'es parti de l'ADQ, et que là, plus tard, ça a été combien de temps après qu'il y a eu la coalition? Plus 3 ans. 3 ans après, 3 ans. 3 ans. Parce que ce qui me mêle, c'est que François Legault, là, ça a commencé vite après. Là, c'est ça. Qui a dit à haute voix, moi je réfléchis, je pense à faire un groupe de réflexion, je me réunis chez moi là, dans mon solarium avec des jeunes qui réfléchissent à l'avenir du Québec, tout ça. Fait qu'il a fait courir cette idée-là. Avec là, on s'est mis à dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu fonder un nouveau parti? Mais le moment où il a fait la fondation légalement, je dirais 2011. Là. Mais c'est comme si ça faisait un bout de temps là, que c'était dans l'air. Là. Parce que même les sondeurs sondaient. Il n'y avait même pas de nom. Là. Un nouveau parti que fonderait François Legault. François Legault. C'est toujours dur à sonder. T'as même pas de nom de parti, mais c'était déjà avant même qu'il fonde son parti. Les sondeurs disaient ça donnerait quoi, c'est un parti François Legault? Là. OK. Il n'y avait même pas de nom, puis déjà c'était ça. Ah, mais il était à 40%. Là. C'est ça qui tout le monde disait si Legault fonde un nouveau parti, il va être élu, puis tout ça. C'est pour ça que quand il a fondé la CAQ, là, la DQ, là, c'était plus le goût du jour. Les médias n'en avaient que pour la CAQ. Ils n'ont pas eu le choix de fusionner. Puis de toute façon, on va disparaître. On fusionne ou on disparaît. C'est ça, fait que toi, quand t'as vu ça, c'était vraiment mais juste... moi, j'étais plus là. Moi, c'est ça, t'étais plus... Ça faisait 3 ans que j'étais dans les médias. Mais de le voir de loin... Ça me dérangeait pas. C'était vraiment juste... Ça me concernait plus. Moi, j'étais plus là. Le bateau est parti. Parce que moi, ça a été vite. Hein. Dans le fond, là, j'ai quitté la politique. J'ai annoncé en décembre, j'ai quitté en février 2008-9. Puis déjà, parce que moi, je m'étais fait une idée, je sais pas ce que j'allais faire dans la vie, peut-être dans le monde des affaires, tout ça. Là, j'ai eu tout de suite le lendemain une offre des médias. Tout de suite le lendemain de l'élection. En fait, c'est là que ça a commencé à TQS. Ouais, c'est ça. C'était une offre j'avais 2 personnes, un producteur télé et le grand patron de TQS, qui allait devenir ville et qui allait changer de nom. Ouais. Qui m'avait laissé un message le 8 décembre. Le 8 décembre, à 9h-10h le soir, j'ai annoncé mon départ de la politique. Puis le lendemain matin, j'avais 2 messages. Là. Wow, OK. Fait que là, au début, je m'intéressais pas. Puis là, ma blonde dit, tu devrais pas lever le nez là-dessus. C'est fait pour toi. Puis ça. Puis
Et finalement, en septembre d'après, j'étais en onde. OK. C'était quand même rapide. La décision s'est faite quand même vite. Ouais, c'était quand même rapide. Ça a été rapide. Puis justement, ça a été comment de passer... Moi, il y a une affaire que je trouve quand même drôle que pendant des années, tu as été en politique. Fait que tu as eu à gérer les opinions de chroniqueurs d'opinions politiques. Ça a été comment de passer du siège de la personne qui se fait critiquer, juger, encenser des fois par eux, et ensuite de passer du siège de là, c'est toi qui fais les chroniques et qui parle de la politique actuelle? Il y a un temps, il y a un temps d'adaptation parce qu'au début, on dirait que tu te sens pas. Ben, c'est un peu, tu sais, il appelle ça le syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression que tu es comme débarqué dans un monde qui est pas le tien, puis tu te demandes quasiment j'ai-tu le droit d'être là? Puis l'autre affaire, c'est que tu es tellement. C'est qu'en politique, tu es tellement habitué à faire attention à ce que tu dis, pas une phrase de trop que. Mais là, au début, là, tes choses sont bien trop. C'est bien trop straight, là, c'est bien trop carré. Là. Puis là, à un moment donné, tu comprends que, ben non, mais là, je fais en politique. Là, c'est ça, il faut que tu peux dire ce que tu veux. Oui, puis à la limite, là, mettons, moi, je peux arriver et dire une affaire, là, expliquer quelque chose. Puis le lendemain, je vais dire, hey, j'ai parlé de ça hier, mais là, hier soir, là, j'ai lu un article là, dans The Economist qui dit exactement le contraire. Puis je me rends compte que je me trompais. Puis là, le monde va trouver ça vraiment bon. Ils vont dire, ah, lui, il est pas orgueilleux. Tu sais. Alors que dans la politique, là, si tu fais ça, t'es mort. Ils vont dire, ah, ouais, c'est ça. T'as un vire capot, t'es même pas sûr de tes choses. Mais c'est un peu l'affaire que je parlais tantôt, là. Tu changes d'idée, tu changes de chemise. Mais c'est tellement l'affaire que je parlais tantôt de genre, on dirait que les politiciens ont pas le droit d'être des êtres humains, de comme changer d'opinion, t'as pas le droit. Non, ça veut dire que tu dis n'importe quoi, il dit une chose, tu sors. Alors que dans les médias, là, personne qui t'en tient. Au contraire, là, personne t'en tient rigueur. T'en tient rigueur, puis même le monde, on dirait, aime ça à la limite, là. Ah, il a dit quelque chose de controversé, mais au moins le lendemain, il s'est excusé. Ouais, fait que c'est correct. Oui, c'est corrigé. Mais c'est un autre. Fait que ça, c'est un temps d'adaptation, là, où au début, tu fais le travail des médias, d'animation, de commentaires, tout ça, avec ton même carcan, là. Tu comprends? Ton même aussi serré dans ton jackstrap là, que t'étais quand t'étais en politique, là, tu sais. Faut pas que je dise rien, faut pas que, tu sais. Puis est-ce qu'à cette époque-là, TQS, quand ils t'ont approché, c'était on te donne carte blanche? Ah, oui. C'est ça. Hey, TQS venait d'être. En fait, moi, j'ai jamais animé TQS, là. Okay. Moi, mon émission a commencé. Quand c'est devenu V. Quasiment le jour même, c'était la nouvelle saison. Ils ont changé le nom, c'était la nouvelle saison de V, puis moi, j'étais dans la nouvelle programmation, là. Dans la nouvelle saison. Je sais pas, à une couple de semaines près, peut-être même pas, peut-être même c'est le premier jour. Moi, j'ai vraiment été juste à V, mais c'était comme un nouveau poste, là. Tu sais, les émissions de TQS, ça avait fait faillite. Ouais. Le service des nouvelles, des émissions d'information étaient toutes parties. Essentiellement, pendant un an, là, TQS, ça présentait des bonhommes. Là. Des reprises des Simpsons, une sorte d'affaires. C'était de la télé-réalité, c'était des jeux de télé-réalité. Ok, même pas à cette époque-là. Il n'y avait plus de production parce qu'il avait fait faillite. Ok. S'il y avait une télé-réalité, c'était soit une reprise d'une télé-réalité ou une télé-réalité américaine traduite. Ok, fait qu'il y avait genre. Il n'y avait plus de production. Il y avait genre les Kardashians, Mario Dumont. Non, mais moi, quand je suis arrivé, ils ont recommencé. Moi, ils m'ont produit. C'est ça, c'est que là, ils ont recommencé en faisant V. Là, ils ont recommandé à différents producteurs des émissions de télé. Là, ils ont remis en place une nouvelle machine. OK. Mais le TQS d'avant, là, ça a vraiment fini en faillite. Ouais. Les frères Rémiard ont racheté, là, je sais pas combien, mais ont racheté ni plus ni moins quelque chose qui était en faillite technique. Là. Mon Dieu. Là, il y avait plus grand-chose. OK, je comprends. Puis, mais justement, à l'époque, quand tu étais politicien, c'était quoi ta relation avec les chroniqueurs politiques? Ben, pas toutes pareilles, mais quand j'ai commencé... À la fin, c'était un peu moins pire, mais encore... Mais, tu sais, quand j'ai commencé, là, les chroniqueurs, c'était tous souverainistes, ils étaient tous péquistes, essentiellement. OK. Tu sais, t'avais ceux qui étaient péquistes, mais justes, donc ils étaient capables quand même d'une... T'as ceux qui étaient péquistes et partisans, là. OK, ouais. Fait que c'était ça... Peu importe ce que tu faisais, c'était comme, c'est moins bon que le PQ. Là. Fait que c'est même dangereux, là, tout ce que... mais c'était essentiellement, c'était beaucoup ça, là, tu sais. Puis, fait que ça a été quand même très, très, très long, là, faire une place, juste avoir un peu de considération des médias, là, ça a été une longue aventure. Parce que moi, il y a une opinion que j'ai qui est très setée, mais que j'essaie de plus en plus d'en jaser avec d'autres personnes pour, tu sais, justement, voir... mettre un peu d'eau dans mon vin. On dirait que j'ai vraiment de la misère, en général, avec... la chronique d'opinion pure, là, la chronique, genre, surtout, tu sais, les chroniques, tous les jours, t'as un chroniqueur qui doit arriver avec une opinion. On dirait que j'ai une difficulté à, je sais pas, on dirait à comprendre la pertinence de la chose. Ben, c'est parce que, tu sais, ça viendrait pas dans un monde, parce que dans l'ancien monde où t'avais des petits bulletins de nouvelles d'une demi-heure, ici et là, parsemés,
t'avais très peu de place pour ça, là, tu sais. T'en avais à l'écrit, essentiellement. T'en avais dans les journaux. Mais là, maintenant, t'as des nouvelles en continu, ça fait que le monde se tente de réentendre les mêmes nouvelles. Fait qu'ils veulent entendre des commentaires et tout ça. Fait que l'intérêt, c'est d'aller chercher de la variété. C'est d'avoir des gens qui pensent de toutes sortes de manières, puis tout ça, puis qui amènent un éclairage. Mais c'est beaucoup de choses, des chroniques. Des fois, tu donnes ton opinion, mais des fois, tu fais juste amener de l'éclairage ou de l'analyse ou des références historiques. Les gens, ils suivent pas ça tous les jours. Fait que moi, des fois, je vais dire, ben là, mettons... donner un exemple intéressant. Là. Dans le budget fédéral, Justin Trudeau a annoncé un nouveau programme, une espèce de CELI pour ramasser de l'argent pour une mise de fonds. Pour, à l'abri de l'impôt, ramasser sa mise de fonds pour acheter une première maison. Ben, ces chroniqueurs qui ont ramené, disent, regarde, ça a déjà été essayé. Son père l'avait fait en 1974. Je veux dire, pour la personne à la maison, entre avoir juste le fait, là, Justin Trudeau a annoncé dedans, puis avoir l'analyse de dire, ben là, regarde ça, une affaire de même. Ça a déjà été fait, ça n'a pas tant marché. Ben, ça a marché, c'est que ça a profité des gens à haut revenu pour s'accumuler de l'argent. Pas tant que ça pour des gens de la classe moyenne ordinaire pour vraiment s'acheter une première maison, puis tout ça. Fait que c'est là que l'analyse devient intéressante. Et pas juste partisane ou fermée, mais que amène de l'eau au moulin, là, des éléments de comparaison, des éléments de référence, des éléments historiques. Mais parce que moi, mettons, ce que je conçois dans la chronique aussi, c'est que, mettons, tu sais, toi, par exemple, tu fais de la chronique d'opinion sur la politique, t'es un ancien politicien, fait qu'on dirait que dans mon cas, je suis comme, ben, c'est quelqu'un qui connaît son domaine, quelqu'un qui est un expert de son domaine. Même quand j'en fais des domaines qui sont pas le mien, je veux dire, je pense sincèrement, moi, je vis dans l'actualité, je baigne, je lis les médias européens, américains. Fait que, tu sais, quand je chronique sur quelque chose, la probabilité, c'est que j'amène aux gens qui n'ont pas eu le temps, tu sais, qui travaillent fort, qui n'ont pas eu le temps de lire tout ça, ben, un regard, tu sais, plus... j'ai investi plus de temps pour faire le tour de la question. Des fois, je vais le dire. Nous autres, en Amérique du Nord, mettons, telle affaire, ça, on a bien peur de ça. En Europe, ils s'en foutent. Ou l'inverse. Fait que, tu sais, c'est toujours ça que j'essaie d'amener du plus que les gens n'auront pas juste à lire la nouvelle. Là. OK, ouais. Ça, mais... En même temps, il y a aussi de la chronique qui est plus de l'infotainment. C'est-à-dire, c'est que vraiment qui a pour but de choquer, de faire rire, de choquer. Les radios en font beaucoup de ça. Là, de juste faire des codes d'écoute, de piquer le monde, de dire des affaires osées, de dire que tu sais que tout le monde pense le contraire, mais peu importe ce que tu penses, tu dis ça pour picasser le monde, faire réagir. Mais ça, c'est un autre. Mais en même temps... C'est-tu du divertissement, c'est-tu de l'information? Les gens l'écoutent. C'est ça, on dirait que c'est ça, on dirait qu'elle est là, la ligne qui est tough à tracer. Ouais, mais la ligne, c'est qu'à un moment donné, c'est juste faut que l'auditeur sache qu'il écoute, là. Si t'écoutes un animateur de radio qui est tout le temps choqué, tout ça, ben faut que tu saches que t'écoutes. T'écoutes pas un bulletin de nouvelles, là. Non, c'est ça, t'écoutes quelqu'un qui se choque sur tout. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, on dirait que justement, surtout là, il y a beaucoup de débats en info sur la désinformation, toutes ces affaires-là. Puis on dirait que justement, des fois... mais là, c'est là que la ligne est mince. Qu'une chronique d'opinion doit toujours être basée sur les bons faits. Tu sais, à un moment donné, on l'a entendu beaucoup pendant la pandémie, des gens qui se disent « j'ai le droit à mon opinion ». Ben non, t'as pas le droit de dire des faussetés. C'est ça. Ben dans le sens que si ton opinion est basée sur des faussetés... C'est plus une opinion, c'est une erreur. Mais pas juste ça, c'est une erreur. Corrige tes faits. En fait, je me dis, ça reste une opinion, mais c'est pas une bonne opinion. C'est ça l'affaire. C'est une opinion fondée sur des faussetés. C'est pas ce que ça peut valoir. Alors que c'est vrai que, connaissant les faits, mettons, je sais pas, mais le chômage remonte l'année prochaine à 9%, mais les gens de la gauche pourraient dire, ah ben là, voici ce qu'il faudrait faire. Les gens de la droite vont dire, voici ce qu'il faudrait faire. Et ils ont le droit à leur opinion, c'est vrai. Ben oui. Mais si quelqu'un sait pas c'est quoi le chômage, ou nie le chômage, ou dit que le chômage, c'est... Que le chômage, c'est une invention des aliens. De Poutine, des aliens. Mais là, son opinion, non, elle vaut rien. Non, c'est ça, exact. C'est une opinion basée sur des erreurs de fait, là. Ouais, effectivement. Mais parce que les gens défendent ça beaucoup, l'idée que, hey, j'ai droit à mon opinion. Ouais. Ben. Mais c'est parce que moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, on a beaucoup été, on dirait, éduqués sur justement, tout le monde a droit à son opinion et toutes les opinions se valent. Qui, on dirait, tu sais, vient d'un bon message, tu sais, vient de. D'une bonne intention, il faut écouter les autres. Mais on dirait que ça s'est rapidement transformé en justement. Mon opinion vaut n'importe laquelle, alors qu'au final, c'est comme, ben non, genre. Si tu te bases tout sur des fausses. C'est à partir du moment où tu as une partie de la population qui n'écoute que des fausses nouvelles, qui s'abreuve, qui se ferme de tous les canaux d'information, puis
Plutôt d'écouter une diversité d'informations puis de dire mettons, Radio-Canada sont biaisés un peu de même, TVA, je trouve sont biaisés un peu de même, CN. Tu sais, puis là, les biais, ben, une fois que tu le sais que tout le monde est un petit peu biaisé, tu te fais ton idée. Non, mais là, tu coupes tous les canaux d'information. Puis là, tu t'abreuves juste à des sites de fausses nouvelles. Ouais. Tout ce que tu vois. Tu t'abreuves à une chaîne YouTube d'un gars. Puis c'est tout pas arrivé, c'est tout pas vrai, c'est tout pas démontré scientifiquement. Mais là, ça veut dire que tout. Tu te dis, moi, j'ai le droit à mon opinion. Ouais, tes opinions, excuse-moi, là. Tu sais plus ce qui se passe dans la société, là. T'es complètement fake news. C'est vraiment toute ta pensée est nourrie de fake news. Est-ce que pendant la pandémie, t'as eu à te battre un peu sur Internet avec des complotistes? Ben, moi, je faisais pas de longs débats avec eux. Des fois, je m'amusais à corriger un fait solide. Okay. Mais non, parce qu'on avait des complotistes, c'était pas drôle. C'était les menaces tout le temps, puis la police, portez-vous plainte. C'était ça. Là. C'est pas été drôle, la pandémie. Là. Ouais, non, ça, c'était terrible. Là. Les politiciens, le nombre de plaintes, de menaces de mort, puis tout ça, ça a été vraiment... ouais. Il y a eu beaucoup de condamnations. Okay. Les gens écrivent ça sur Facebook, font des menaces de mort au premier ministre, puis ils pensent que parce que c'est sur Facebook, c'est pas grave. Là. Mais là, y a-tu eu genre des arrestations, des affaires de même? En masse, ça, ouais. J'imagine, hein, ouais. Ouais, il y a eu des condamnations, des menaces envers des politiciens, il y a eu plusieurs condamnations. Les gens n'ont pas 20 ans de prison. Des menaces sur Facebook, ils vont avoir des travaux communautaires, des affaires de même, mais ils ont été condamnés. Mais juste de comprendre que crime, ça reste... Mais tu peux pas faire des menaces de mort. Ça reste le public, là. Tu peux pas, genre, tu dirais pas ça à quelqu'un. Les médias sociaux, ben, c'est des médias. Tu diffuses. Là. Tu diffuses sur Facebook, tu diffuses. Puis là, maintenant, en plus, là, t'es rendu à TVA et à Cube Radio, qui est comme... mais justement, je me demandais le format du podcast. Est-ce que c'est un format, justement, à Cube que t'es un peu habitué ou... C'est pas exactement la même affaire? Il y a du monde à Cube qui font des podcasts. Moi, j'en ai jamais fait. Okay. Mais nos émissions... En fait, l'émission, on l'a fait en direct, là. Puis on a, mettons, peut-être la moitié de l'écoute en direct, des fois moins de la moitié de l'écoute en direct. Après ça, l'émission devient toute une série de podcasts. Tu sais, chaque bloc entre les pauses, chaque entrevue, chaque segment... devient un podcast. Qui est réécouté. Beaucoup de gens dans les transports en commun, tu sais, réécoutent ça à coup de 8 minutes, 10 minutes, mais la plus grande partie même de l'écoute, c'est ça, là. C'est des petits podcasts, mais des segments d'émissions de radio qui deviennent des podcasts. Mais il y a à Cube un département où les gens font des podcasts purs. Là. OK. Puis je me demande justement comment toi... qui a vu un peu l'évolution médiatique, comment tu vois justement ce transfert-là un peu au numérique, aux journaux qui sont de plus en plus en ligne, les podcasts, c'est parce que la première chose, c'est que t'as une génération qui est plus... c'est comme toute une façon de penser, là, tu sais. La génération de mes parents, c'est comme, il y a un programme à la TV, il est à 7h, il faut être assis devant la TV à 7h. Là, t'as eu... les enregistreurs, là, d'abord sur cassette dans site numérique qui a fait que, je pourrais le réécouter. T'sais, donc, même si je suis pas disponible à cette heure-là, je l'ai pas manqué. Je pourrais trouver une façon de le réécouter. Mais là, on est passé à complètement... On est passé à... Hey, c'est qui a décidé que je vais écouter ça à 7 heures? Je m'en fous, là. En vertu de quoi j'écouterais ça à 7 heures? Je vais attendre que toute la série sorte, moi, toutes me les enregistrer. Ou encore une quotidienne. Moi, j'aime ça, une télé-réalité. J'aime ça la regarder avant de me coucher. Fait que je vais pas me mettre devant la TV à 18h30 quand je suis en train de souper. Fait que, tu sais, il y a beaucoup ça, là. Tu sais, l'idée que je vais consommer mes affaires. Fait que là, t'sais, les balados, t'es exactement là-dedans. Là. T'es exactement... 100%. Mais en plus, le balado, c'est vraiment un nouveau produit parce que tu peux le dire vraiment transportable dans le sens de transport en commun. Des endroits où tu pourrais pas regarder un écran en auto. Mettons, quand je descends voir mes parents dans le bas du fleuve, c'est 4 heures de route. Là. Souvent, j'ai écouté des balados. Ben oui. C'est quelque chose qui est vraiment transportable. T'as pas le visuel. Là. Tu fais juste écouter, puis tu peux... Fait que c'est un... C'est en croissance, puis c'est pas un hasard. Là. Ça a toutes les caractéristiques de ce qu'on veut aujourd'hui. Là. Exact. Oui, ça fit avec la génération. Exact. Puis les petits moyens de production aussi, là, j'ai l'impression là, de... Souple, ouais. C'est très souple. Mais justement, à Cube... Donc ça, là, tu fais des chroniques comme tu ferais d'habitude en fait à la radio. En fait, j'ai le matin une espèce de débat avec Benoît Dutrisac, mais sinon, je fais pas de chronique à Cube. Je fais vraiment de l'animation. J'anime de 3,5 à 5,5. OK. Puis c'est quoi, mettons, pour toi, la grande différence entre l'animation et la chronique? Mettons, dans ta préparation. Ouais, c'est deux affaires. C'est-à-dire que la chronique, là, tu prépares juste ta chronique. L'animateur te lance des questions, puis toi, tu présentes ton point. L'animation, tu es responsable de tout, là, des transitions, que les chroniqueurs se sentent bien, des invités, des entrevues. Donc, tu prépares des entrevues. Les sujets des entrevues, c'est un autre... c'est un autre univers, carrément. Ouais, c'est un autre monde. Là. Ben écoute, je sais pas, on est rendu à combien de temps, mon chat PA? 49 minutes. 49? Il reste 11 minutes avant que ça commence.
Avant que ça fasse une heure, ben je pense qu'au pire... je pense qu'on a... On a fait le tour. On a fait le toi, tour. le boss. On a fait le tour, mais merci beaucoup. Un plaisir. Mario Dumont, d'avoir accepté l'invitation. Maintenant, on dit le nom au complet. Puis bonne chance avec votre balado. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été vraiment le fun. Si jamais on veut suivre ce que tu fais, où est-ce que tu animes, tout ça. Ben, c'est assez facile à trouver. Le journal, puis TVA, puis Cube Radio. Ouais, on peut. Cube Radio en direct ou. Et même sur le câble. Ben oui, si vous avez encore le câble, ouais, si vous avez pouvez le voir câble. là-dessus. Vous pouvez le voir sur cette vieille machine médiévale. Quel câble. Quel câble. Ben, merci beaucoup, puis c'est ça. Ouais. Je sais pas comment finir les podcasts. Non, je sais pas comment. C'est quand même meilleur que la fois que t'as dit Gucci pour vrai. C'est très meilleur, mais je sais pas comment. Tu trouves une formule? Faut que je trouve. On peut essayer. Veux-tu me trouver de quoi? Ben non, mais. C'est Édouard Carpentier, il dit si Dieu le veut. Si Dieu À la semaine prochaine, si Dieu le veut, il finissait la lutte comme ça. On peut finir comme lui. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Voilà. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Il disait comme ça en plus. Ben, parfait! Yeah!